bombardement à basse altitude. Tout à la fin, l'altitude, c'était aussi bas que vous aviez le cran de descendre. Dans le rôle de l'appât, un navire britannique. La rencontre pourrait faire des centaines de morts et faire basculer une guerre. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité. Atlantique Sud. Les îles Malouines. 25 mai 1982. La Grande-Bretagne et l'Argentine s'affrontent depuis le 2 avril. 6 heures du matin. Le HMS Coventry, un destroyer britannique de type 42, croise au nord des Malouines. La frégate Broadsword l'accompagne. À vos postes, défense NBC niveau 1, condition Zulu. À vos postes, défense NBC niveau 1, condition Zulu. Chris Howe s'occupe du radar longue portée du Coventry. Skyhawk au 1-3-0. Il a repéré 2 avions argentins. Whiskey Alpha Whiskey, objectif 199-201, azimut 206, distance 22 nautiques, vitesse rapide 2 échos. Ella Ellis gère les missiles antiaériens. Ces avions avaient attaqué dans le détroit des Malouines et à Bombalay. C'est à Bombalay, autrement dit la baie de San Carlos, que des troupes britanniques sont en train de débarquer. Le capitaine de vaisseau David Hart-Dyke et son équipage ont pour mission de protéger le corps expéditionnaire. Mission qui comprend la destruction des chasseurs bombardiers argentins qui tenteraient d'empêcher l'établissement d'une tête de pont. Whiskey Alpha Whiskey, objectif 214-208. Attribution missile, indicatif objectif, Charlie. Sea Dart, alerte avion 2002-2003. Le missile antiaérien Sea Dart est mis en œuvre. Nouvelle écoaire, azimut 212, distance 24 nautiques. Sea Dart, feu. Attention passerelle. Whiskey, missile tiré, objectif 2002 et 2003. Whiskey, Charlie 2002 abattu. On était particulièrement confiants. Peut-être trop. Le moral était très bon. Les 2 nations savent que les jours à venir pourraient décider du cours de la guerre. Je voulais prouver ma détermination et montrer que je me battais pour une cause juste. Même si on n'avait pas l'avantage, on était d'une humeur joyeuse. On plaisantait, on se sentait en confiance. 11 heures. Argentine, province de Santa Cruz, base aérienne de Rio Gallegos. Le capitaine Pablo Corballo de la 5e brigade aérienne apprend la destruction du Skyhawk. Il connaissait bien son pilote.
Ce qu'on ressent tous ensemble crée un lien. On apprend beaucoup sur soi-même. On devient comme des frères. Et on a envie de se battre, même si on sait qu'on risque de mourir. En attendant les ordres, les pilotes se détendent comme ils peuvent. On jouait de la guitare, on chantait. Leur sortie va leur donner l'occasion de venger la mort de leur ami. Notre mission consistait à attaquer 2 navires qui assuraient la couverture radar. D'ailleurs, plus tôt, c'était l'un d'eux qui avait abattu le capitaine Garcia. Les pilotes vont se diriger vers l'île de Pebble pour couler le Coventry et le Broadsword. Pablo Carballo aura à ses côtés Carlos Rinque, Jorge Barrio Nuevo et Mariano Velasco. On faisait partie de ceux qui avaient réussi à mener à bien quelques opérations plus tôt dans la journée. Notre objectif, c'était de neutraliser ces navires. Normalement, j'étais terrorisé quand je montais dans mon avion. Mais pas ce matin-là. Les 4 hommes pilotent des A4B Skyhawk, des chasseurs bombardiers anciens mais rapides, maniables et efficaces. « 12h15. Le commandant du Coventry reçoit un message des forces spéciales infiltrées en Argentine. Des indésirables. Le capitaine de corvette Jamie Miller, spécialiste en renseignement, apprend la nouvelle. On a reçu un message inquiétant d'une patrouille de SAS infiltrée, nous avertissant d'un nouveau raid. Merci, on va se préparer. L'attaque devrait avoir lieu dans 1 heure. Je savais que ça allait se corser, donc j'étais très vigilant, un peu fébrile. Mais d'une certaine façon, c'était passionnant. 12h45. Skyhawk au 270. Le radar repère la patrouille de Pablo Carballo à environ 420 km. Inconnu, pas d'identification ami ou ennemi, cap 199. Confirmation Skyhawk, azimut 270. À tous les postes, menace aérienne, rouge. Objectif 556, 557, 558, 559. Azimut 315. 4 avions, vitesse rapide, distance 200 nautiques. La difficulté quand on attaque en plein jour, c'est qu'on est visible non seulement sur le radar, mais aussi à l'œil nu. Donc l'ennemi avait bien plus de chances de nous repérer et de nous intercepter. Pour passer sous le radar, les pilotes volent bas. Si bas que le sel de l'eau de mer couvre la verrière de Pablo Carballo. Je ne voyais pas devant moi. Je me suis demandé quel était l'endroit le plus plat. La mer. Donc j'ai volé au ras de l'eau pour éviter l'île. Je me penchais pour voir clair, mon casque touchait la verrière et je sentais les vibrations dans ma tête.
Pendant que 2 avions menés par Pablo Carballo font du cabotage, les 2 autres, commandés par Mariano Velasco, survolent les îles vers l'est avant de virer au nord vers l'objectif. Whiskey Alpha, Charlie. Nouvel Echo Air. Objectif 0557. Azimut 097. Vitesse rapide. 12h55. Les 2 paires de Skyhawk volent si bas que le radar du Coventry ne peut pas les suivre. On ne les voyait pas parce qu'ils volaient en rase-motte. On ne les repérerait que quand ils arriveraient au-dessus de la mer. Les missiles ne peuvent pas acquérir de cible. Dans le central opération, tous les regards étaient braqués sur les écrans radars. Et sur le pont supérieur, tous les regards étaient braqués sur l'île de Pebble en attendant que les 2 paires d'avions arrivent au-dessus de l'eau. Les avions arrivaient. On les avait vus disparaître au-dessus de la Malouine Ouest. Il faut savoir attendre. Comme un joueur de tennis qui va frapper la balle. Tout le monde était prêt. À 13h, le Sea Dart du Coventry essaye toujours d'acquérir la cible. Et soudain... Attention, azimut tribord 90, peut-être 4 avions, distance 20 nautiques, basse altitude. J'ai vu 2 petits points à l'horizon, très loin. Les filles, je les ai en visuel. Pleine puissance! Je me suis dit qu'on n'en réchapperait pas tant qu'on était à découvert. 13h20. Il y a eu un cri terrible sur le pont supérieur. Avion en visuel. Batterie tribord, tribord 30. Les opérateurs radars n'ont que quelques instants pour acquérir la cible. Le calme régnait dans le central opération. On essayait d'acquérir un objectif avec le radar des Sea Dart. Mais en vain. Batterie tribord, azimut de l'avion, tribord 30. Le Coventry en est réduit à se défendre avec une arme nettement moins sophistiquée. Un canon de 115 mm. Feu! Dès que l'ennemi m'a vu, il a tiré. Derrière le Coventry, le Broadsword suit la progression des avions. J'allais exploser d'une seconde à l'autre. Mais le Broadsword n'utilise pas ses missiles. Et les Skyhawk ne sont plus qu'à quelques secondes. Je voyais les impacts sur l'eau, les explosions en l'air. Les avions virent à bâbord en direction du Broadsword. Tout à la fin, l'altitude c'était aussi bas que vous aviez le cran de descendre. Vraiment. – 13h21. Vive la patrie! Une bombe ricoche sur l'eau et s'abat sur le pont d'envol, détruisant un hélicoptère. Mais elle poursuit son chemin sans exploser et finit dans la mer. Les 2 navires pensent s'en être sortis à peu de frais. Avion en visuel, batterie tribord, tribord 90.
Au loin, j'ai distingué la silhouette des deux navires. Ils devaient être à une quinzaine de kilomètres. C'est-à-dire à guère plus d'une minute de vol. 13h21. Ils viennent vers nous. Objectif 5557, 5558, azimut 210, vitesse rapide, 2 avions, altitude basse. Deux avions approchaient à grande vitesse et à très basse altitude, au ras des vagues. Officier de quart à gauche, 030. Avion en approche. Le capitaine de vaisseau Art Dyke ordonne un virage à gauche pour donner au Sea Dart la possibilité d'acquérir l'objectif. Un contact au nord-ouest. Mon dernier souvenir, c'est quand on m'a annoncé un avion au nord-ouest. Peut-être attaqué depuis deux directions, David Art Dyke ordonne un changement de cap sur tribord pour optimiser les chances de ses missiles d'intercepter les deux menaces. Officier de quart à droite toute, 140. Accéléré, 15 nœuds. Charlie, missile prêt. Objectif 5557. Je me suis verrouillé sur l'avion de tête. Si arrière à portée, je le contacte. Ce chasseur britannique pourrait attaquer les Skyhawk. J'ai préféré choisir le Sea Dart. Feu. 13h22 42 secondes. J'ai appuyé sur la mise à feu du missile. Et il s'est déverrouillé. Un missile est passé à environ 300 mètres sur ma droite. C'est le seul Sea Dart que j'ai vu de la guerre et ça m'a impressionné. On aurait dit une fusée qui décollait pour aller sur la Lune. Le Sea Dart est parti en l'air. Les avions sont désormais trop près pour que les Sea Dart effectuent un verrouillage et pour se défendre, l'équipage ne peut plus compter que sur ses canons de pont et ses fusils. Le Broadsword a dit qu'il pouvait engager les cibles. Le Coventry s'attend à ce que la frégate ouvre le feu d'un instant à l'autre. « 13h22 55 secondes. Sur la surface, j'ai vu les impacts des obus approcher. Et transpercer la coque. Ma trajectoire m'emmenait juste au-dessus de l'antenne radar. Et j'allais larguer mes bombes. Couchez-vous! Cramponnez-vous! Cramponnez-vous! Tout le monde a dû se dire qu'on avait perdu la bataille. Les bombes transpercent la coque du Coventry. Les marins ne peuvent qu'attendre que le mécanisme des projectiles se déclenche. Évaluation des dégâts. Une bombe est entrée sur bâbord en salle des machines. David Art Dyke perd connaissance. Je suis revenu à moi entouré par une fumée épaisse et étouffante, et par des hommes en feu. Je m'étais résigné à mourir.
Se dire qu'on est sur le point de mourir n'a rien de douloureux. En fait, c'est même plutôt paisible. J'ai tendu la main. Au début, je me suis dit que je ne sortirais jamais du bateau. Puis j'ai vu des photos de ma famille, et là, je me suis dit que j'allais sortir. On sentait que le bateau allait couler. Il était devenu instable. « 13h48. La gîte devient de plus en plus forte. Le Coventry sombre. Les marins abandonnent le navire. 261 survivants rejoignent le Broadsword, mais le bilan fait état de 19 morts. Le HMS Coventry s'enfonce sous les vagues. En retraçant le fil des événements, nous allons vous révéler comment 2 chasseurs bombardiers démodés ont réussi à envoyer par le fond un des bâtiments les plus sophistiqués de la Royal Navy. La guerre des Malouines commence le 2 avril 1982, quand l'Argentine envahit les îles et en revendique la souveraineté. Les Britanniques envoient des forces les reconquérir. Au cours de sa longue carrière, Philip Wilcox a commandé un destroyer de type 42 comme le Coventry, et il a servi pendant ce conflit. La menace aérienne numéro 1 pour la marine britannique dans les îles Malouines était représentée par les avions et leurs bombes. Le destroyer de type 42 a été pensé dans un but bien précis. Attaquer les bombardiers soviétiques au-dessus de l'Atlantique Nord avec ses missiles Sea Dart. Le Sea Dart était conçu pour traiter des menaces à moyenne portée et à moyenne altitude. Il est idéal pour attaquer des bombardiers soviétiques. Mais le commandant de la force opérationnelle, l'amiral Sandy Woodward, ordonne au Coventry d'utiliser son radar longue portée comme un système d'alerte lointaine en cas de raid aérien. À ce moment-là, le Coventry était le seul destroyer à disposition de l'amiral pour la lutte anti-aérienne et l'alerte lointaine. Au bout de 7 semaines de conflit, les forces britanniques sont en mesure de débarquer. Le Coventry surveille l'approche éventuelle de l'aviation argentine au-dessus de la baie de San Carlos. Les Britanniques doivent impérativement débarquer s'ils veulent reprendre les îles, mais ils sont vulnérables. Si l'ennemi les attaque, les troupes terrestres risquent d'être anéanties. Le Coventry fournissait une couverture sur le nord de la Malouine Ouest et de San Carlos. Le Coventry peut assurer l'alerte lointaine et, au besoin, abattre des avions ennemis. J'étais bloqué près de la côte parce que ça facilitait les communications et la transmission de renseignements au corps expéditionnaire qui allait remporter la guerre. Mais en ce 25 mai, le Coventry joue aussi un autre rôle plus dangereux. À dessein, il est à un endroit où il est particulièrement visible et vulnérable. Il sert d'appât pour détourner les chasseurs bombardiers argentins du secteur du débarquement. On espérait faire un piège pour utiliser les missiles.
Les avions devaient être attirés par cette cible plutôt que par le corps expéditionnaire. En début de journée, le Coventry a droit à une première visite. 2 avions argentins qui volent à haute altitude. Le Sea Dart a une portée pratique de 65 km à une altitude de plus de 30 000 pieds, environ 9 000 mètres. Il acquiert son objectif grâce à 2 radars de bord. Celui à longue portée repère et suit les avions dans un rayon de 420 km. Il transmet ses renseignements au radar de guidage, plus précis, qui oriente le missile vers la cible. Les 2 avions argentins rentrent d'une mission contre le corps expéditionnaire. Pour être sûr d'avoir assez de carburant pour rallier leur base sur le continent, ils volent à une altitude où l'air est moins dense. Ce sont des cibles idéales pour le Sea Dart. Le Coventry a pu engager ses avions parce qu'ils volaient suffisamment haut pour que le bateau puisse les repérer, les acquérir avec ses radars et les abattre avec ses missiles Sea Dart. Le Coventry semble donc avoir l'avantage. Attention passerelle! Mais le missile et le destroyer ont un talon d'Achille. Le Sea Dart n'a pas été conçu pour faire face à des cibles volant très vite et très bas. Le commandement britannique en a bien conscience. Les exercices avaient montré que lorsque le navire était près de la côte, sa capacité à faire face à des avions volant à basse altitude et à grande vitesse était sérieusement limitée. Le radar du Sea Dart fonctionne mieux quand il n'y a rien dans sa ligne de visée. La présence de la terre ferme à proximité de la cible provoque des écoparasites qui rendent cette dernière presque invisible. Malheureusement, sur la Malouine Ouest et sur la Malouine Est, il y a de nombreux endroits élevés, quelques vallées encaissées au-delà des collines, qui forment autant d'angles morts, et beaucoup d'îlots. Tout ceci crée un fouillis d'éco-parasites sur le radar. Plus embêtant encore pour les Britanniques, les Argentins connaissent ce talon d'Achille. Il suffit de voler très bas. Et ils comptent bien en tirer profit. On tentait toujours de voler à basse altitude. On essayait de raser les vagues. Et on s'efforçait de le faire le plus tôt possible, afin de ne pas se faire repérer. Depuis le central opération du destroyer de type 42, il est quasiment impossible pour les opérateurs de voir les avions qui arrivent à très basse altitude au-dessus de la terre ferme. Pour avoir une chance de survivre à une attaque, le Coventry est donc flanqué d'un autre bâtiment, une frégate de type 22, le HMS Broadsword. Équipée du système de défense antiaérienne Seawolf, la frégate de type 22 est conçue pour se défendre face à des missiles et des avions volant à très basse altitude. Le système de défense antiaérienne Seawolf peut détruire les objectifs évoluant à faible altitude dans un rayon allant de 6500 mètres à un peu moins de 1000 mètres du Broadsword. Le commandant britannique pense ainsi pouvoir protéger le HMS Coventry contre des menaces volant très bas. En cas d'attaque contre les 2 navires, le destroyer essaiera de détruire l'ennemi à distance. Et si les Sea Dart n'arrivent pas à faire mouche avant que la menace passe sous leur portée minimale, les Seawolf du Broadsword prendront le relais. Fournir une frégate de type 22 pour jouer ce rôle était crucial. Elle devait défendre le destroyer de type 42 en cas d'attaque d'avion à très basse altitude. Skyhawk au 270.
Le radar du Coventry repère 4 avions ennemis dès leur décollage. Mais en arrivant au-dessus des Malouines, les pilotes se mettent à voler très vite et très bas. Et ils disparaissent de l'écran. On a essayé de voler le plus bas possible, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Quelques pilotes ont une certaine capacité à voler extrêmement bas. À un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais raclé une colline. J'ai cru sentir quelque chose sur le ventre de l'avion. Par intermittence, le Broadsword repère les avions. Mais ces missiles n'ont pas la portée suffisante pour les atteindre. Quand les 2 premiers avions argentins réapparaissent sur le radar du Coventry, ils ne sont plus qu'à 90 secondes. Et le Coventry est à la peine. Le Coventry n'arrive pas à acquérir convenablement sa cible avec le Sea Dart. La portée est trop courte et le système de défense antiaérienne a trop de mal à suivre les objectifs pour qu'il soit possible de tirer un missile. Le Coventry étant dans l'incapacité de se défendre, c'est au Broadsword d'intervenir. Ces Seawolf devraient détruire les avions dès qu'ils seront à 6500 mètres, soit à 28 secondes des navires. Mais tout verrouillage s'avère impossible. Le radar de conduite de tir bascule sans arrêt entre les 2 avions, tant ils volent l'un près de l'autre. Si près que le radar acquiert ce qu'il interprète comme une seule et unique menace. Il fallait impérativement qu'on reste en formation. Ça a été la clé pour éviter qu'on se fasse abattre. Quand les avions s'éloignent l'un de l'autre, le système de sélection d'objectifs essaie de suivre la menace unique ainsi que les Skyhawk séparément. Finalement, ça sème la zizanie dans l'ordinateur qui contrôle le système de défense antiaérienne Seawolf. Il s'éteint et il faut le rallumer. Le Broadsword se retrouve alors sans défense et il se transforme en cible pour les Skyhawk. Feu! Vive la patrie! Mais à cause de son poids et de sa vitesse, la bombe ne fait que traverser le navire. Si le Broadsword l'a échappé belle, la tactique prévue pour défendre les 2 navires s'est avérée inefficace. Et quand la 2e paire de Skyhawk, commandée par Mariano Velasco, commence à survoler la mer pour attaquer à son tour, un nouvel élément vient compliquer la donne. Au moment où les avions arrivent sur tribord, le commandant du Coventry apprend qu'une autre menace potentielle approche par l'arrière, dans l'angle mort du navire. Contact au nord-ouest. Reçu nord-nord-ouest. Un des problèmes du destroyer, c'est qu'il ne peut pas tirer derrière lui. Son commandant doit donc manœuvrer pour que les radars de conduite de tir et le lance-missile soient utilisables. Officier de quart à droite toute 140. Accéléré 15 nœuds. Virer sur tribord est le moyen le plus rapide pour placer les 2 menaces à portée de tir du Coventry. Mariano Velasco est à 35 secondes, à 8 km du Coventry, presque à la limite de la portée pratique minimale du Sea Dart. Charlie, missile prêt. Objectif 5557. Lorsque j'ai viré pour me diriger vers les bateaux,
Je n'ai pas fait d'erreur à proprement parler. Mais il a fallu que je prenne un peu d'altitude. Et c'est à ce moment-là que le radar du Sea-Dart s'est verrouillé sur moi. Mais les Skyhawk volent tellement bas que le radar n'arrive pas à maintenir le verrouillage. Et quand Eli Ellis s'appuie sur le bouton de mise à feu, le radar perd l'objectif de vue. Le Coventry n'a pas le temps de tirer un autre missile. Les avions ne sont plus qu'à 21 secondes et le destroyer dépend à nouveau entièrement de sa frégate. On espérait que le Broadsword allait les abattre. Le Coventry continue de virer sur tribord pour faire face à la menace inconnue qui arrive du nord. Quant au radar du Broadsword, il est pointé vers les deux Skyhawk. Le Broadsword arrive à acquérir un des deux avions. Mais à ce moment précis, le Coventry, qui continue de virer sur tribord, passe en travers de l'avant de la frégate, et cette dernière se retrouve dans l'incapacité de faire feu contre les objectifs qui approchent depuis le sud-est. Le Coventry s'intercale entre le Broadsword et les avions argentins. Si la frégate fait feu, ces missiles vont toucher le destroyer. Les Skyhawk n'essuient donc aucun tir. Autre conséquence de ce virage à droite, le Coventry expose désormais son flanc à l'ennemi. Il est dans la pire position possible. Quand des avions arrivent par votre travers, ils peuvent viser une cible qui est nettement plus large. Mais si vous réduisez l'angle, en cas d'erreur de jugement de la part du pilote, les bombes passeront de part et d'autre de votre navire. Quand Mariano Velasco largue ses bombes, le Coventry, qui est en plein virage, constitue une cible facile. Touchez-vous! Cramponnez-vous! 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 La première bombe détruit le local informatique, tuant 7 hommes. La deuxième n'explose pas. Et la troisième tue 10 hommes dans la salle des machines et les compartiments avoisinants. 2 marins mourront pendant l'évacuation. La tactique de la Royal Navy est un fiasco. Les témoignages de certains participants à cette opération, nous pouvons vous révéler comment 19 marins sont morts et pourquoi le HMS Coventry a été envoyé par le fond. « 21 mai, J-4. Les HMS Coventry et Broadsword reçoivent l'ordre de se positionner au large pour servir d'appât à la chasse ennemie et la détourner du corps expéditionnaire. 25 mai, H-3 heures, jour de la fête nationale en Argentine. Craignant de ne pas pouvoir se défendre en cas d'attaque, le capitaine de vaisseau Art Dyke compte demander au commandant de la force opérationnelle l'autorisation d'aller en haute mer. J'ai demandé à un officier de préparer un message, mais je n'ai même pas eu le temps de lire le brouillon, parce que les événements m'ont pris de vitesse. H-38 minutes. Le Coventry apprend que des avions ennemis approchent. Echo Air, objectif 0557, azimut 097, vitesse rapide.
Quand les Argentins descendent au ras des collines, le radar perd leurs traces. H-1 minute et 38 secondes. 2 avions passent à l'attaque. Feu! Vive la patrie! Transperçant le système défensif des bateaux, ils touchent le broadsword, mais la bombe n'explose pas. Avion en visuel, batterie tribord 90. Quelques secondes plus tard, 2 autres chasseurs bombardiers arrivent du sud. H-42 secondes. Un autre avion est signalé au nord-ouest. Reçu nord-nord-ouest. Le commandant ordonne de virer sur tribord pour pouvoir faire feu sur les 2 menaces. Officier de quart à droite, toute 140. H-33 secondes. Le Sea Dart du Coventry acquiert la 2e vague de Skyhawk. Feu. Mais le missile rate sa cible. La protection des navires incombe désormais au seul broadsword. Mais la tactique de défense combinée ne peut être efficace que si les mouvements des 2 bateaux sont soigneusement coordonnés. La première occasion qu'ils ont eue de s'entraîner à collaborer s'est présentée lorsqu'ils sont arrivés au nord de la Malouine-Ouest. On avait eu 2 ou 3 jours. À H-23 secondes, les missiles Seawolf de la frégate suivent les avions. Mais dans le feu de l'action, et par manque d'entraînement, les 2 navires cessent de communiquer. Le Coventry vire sur tribord. Le broadsword aussi. Et le premier empêche les missiles du second de conserver le verrouillage. Les Britanniques sont désormais sans défense. H-5 secondes. Les 3 bombes de Mariano Velasco perforent la coque du Coventry sur bâbord. « 19 marins trouvent la mort et un des bâtiments les plus précieux de la Royal Navy est coulé. L'écho inconnu signalé au nord-ouest du Coventry et à l'origine de son virage sur tribord n'a jamais été identifié. Le tandem entre le Coventry et le broadsword a été mis en place pour de bonnes raisons. Mais quand il a fallu enchaîner les actions à la seconde près, les navires ont été incapables de communiquer et de manœuvrer de manière synchronisée. La satisfaction d'avoir réussi à mener à bien sa mission est tempérée par la douleur des autres. Quand on attaque, on s'en prend à d'autres hommes. C'est quelque chose de terrible qu'on garde en soi pendant le restant de ses jours. En s'exposant volontairement au danger, le Coventry a malgré tout détourné les chasseurs bombardiers argentins du secteur de débarquement britannique. Et sûrement sauvé la vie d'innombrables soldats. Plus tard, j'ai entendu dire qu'un Royal Marine qui avait débarqué avec le corps expéditionnaire s'était écrié « Dieu merci, si ça n'avait pas été le Coventry, ça aurait été nous ». Ce sacrifice a été nécessaire. Il a permis aux soldats de consolider leur position à terre, de gagner la bataille. Plutôt nous que eux.
tout de suite.